L'un des meilleurs moteurs de croissance pour la Guadeloupe est le tourisme. Que faudrait-il mettre en place afin qu'elle soit plus performante? Eh bien, tout d'abord, bonjour, bonsoir aux téléspectateurs de Madinina TV, à M. Massiena et à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient en Martinique, en Guadeloupe ou en France hexagonale. Oui, c'est vrai, l'un des premiers moteurs de croissance de nos territoires, c'est le tourisme. Et aujourd'hui, prenons l'exemple de la Guadeloupe que je connais bien, mais en Martinique, c'est sensiblement la même chose. On ne peut pas avoir plus de 1,5 million à 2 millions de touristes. Pourquoi? Parce qu'on doit protéger notre territoire, les personnes qui y viennent consomment de l'eau, de l'électricité, nos ressources, et tout ceci doit être protégé. Donc, chaque touriste qui met le pied en Guadeloupe ou en Martinique, il doit être une valeur ajoutée pour notre territoire. Tout d'abord, respecter son environnement, respecter ses habitants et porter l'argent. Comment faire cela? On peut s'inspirer de ce qu'a fait la collectivité de Saint-Barthélemy avec Bruno Magras il y a quelques années. Il a interdit les bateaux de plus de 1000 passagers à venir. Pourquoi? Parce qu'en général, ces bateaux ont à l'intérieur des touristes sac au dos. Le panier d'argent, ils descendent avec leur sandwich, ils n'achètent rien dans les magasins quand ils ne volent pas. Et donc nous, ce que l'on veut, à un moment donné en Guadeloupe, en tout cas c'est ma vision, c'est un tourisme de qualité, un touriste qualitatif qui peut consommer, peut dépenser, et comme on ne va pas accueillir 3 millions de touristes, maximum 1,5 million, 2 millions, eh bien, il faut qu'on puisse effectivement faciliter l'arrivée des bateaux de croisière de moins de 1000 à 800 passagers. Il faut aussi ne pas négliger la capacité d'accueil dans des gîtes et des hôtels de qualité ces touristes. Aujourd'hui, je vois que le gouvernement tergiverse, il a tiré des fiscalisations sur le logement touristique. Ça n'est pas bien, ça n'est pas constructif, d'autant plus qu'il n'y a pas de réponse pour l'accueil des touristes. Donc oui, le tourisme est un moteur de croissance important, tourisme qualitatif. La géothermie semble être une solution valable pour nos territoires d'outre-mer. Vous en êtes un partisan, mais pourquoi ça bloque pour les mises en place? Vous avez raison. L'énergie en général est la source de tous les enjeux mondiaux. Regardez aujourd'hui les tensions qu'il y a eu sur le gaz, sur l'énergie en Europe à cause de la crise en Ukraine. Nous avons la chance, nous, en Guadeloupe, un peu moins en Martinique, d'avoir une énergie à fleur de terre, une énergie volcanique issue de la terre, et c'est la seule, la géothermie, énergie renouvelable, non intermittente, c'est-à-dire qu'elle est sûre. On a déjà à Bouillante une activité intéressante avec un nombre de mégawatts qui arrive à couvrir à peu près 15 à 20% de la consommation de basse terre. Il y a d'autres puits qui ont été identifiés aujourd'hui. Par exemple, à Vieux-Habitants, j'ai discuté avec notamment le directeur de la SARA qui veut investir dans ce domaine-là. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Bayrou, qui a dit que la géothermie, c'est l'avenir de la France. D'ailleurs, quand vous voyagez par Orly, vous constatez que Orly même a puisé à peu près à 1800 mètres de terre sous Orly, une énergie qui permet d'alimenter Orly. Figurez-vous qu'en Guadeloupe, c'est à peu près à 800-900 mètres, c'est-à-dire très facilement mobilisable. Donc il faut identifier ces puits. À Vieux-Habitants, c'est en cours et c'est en principe 30 mégawatts qui sont mobilisables. Il faut accélérer. J'ai vu récemment le directeur de la SARA où l'État traîne, la commission de régulation de l'énergie traîne. Ils sont toujours d'accord à défendre les énergies renouvelables en Guadeloupe, mais dès qu'il s'agit de mettre la main à la poche, là, il n'y a plus personne. Je rappelle, en Guadeloupe, depuis quelques années, c'est une entreprise israélo-américaine qui a repris le flambeau d'une entité française qui gérait Bouillante et qui n'a pas su la gérer. Donc il faut, oui, développer la géothermie pour l'indépendance et l'autonomie énergétique, la souveraineté. Il y a des dynamiques individuelles aussi avec les frères Bougré et d'autres qui ont cette volonté-là aussi. La population s'y intéresse, il faut l'y associer. J'ai fait d'ailleurs passer un amendement où aucune industrie géothermique aujourd'hui ne se fera sans que les collectivités locales puissent y être associées, investir, et aussi les particuliers et tous ceux qui sont autour de cette zone de géothermie doivent pouvoir bénéficier davantage en termes d'énergie et d'électricité à payer. Donc oui, l'énergie est un enjeu fondamental. Je pense à Henri Joseph aussi qui fait un travail intéressant, fondamental sur cela. Toutes ces énergies doivent se regrouper parce que c'est un carrefour stratégique. L'énergie, tout est énergie, nous sommes énergie, et de l'énergie jaillira la richesse pour nous en Guadeloupe.
D'ailleurs, prenons l'exemple de l'Islande. L'Islande est autonome énergétiquement grâce à deux choses, à la géothermie, où ils ont des volcans, et aussi finalement aux STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, des barrages qu'on remplit le matin et qu'on vide l'après-midi, et ça fait tourner des turbines qui créent l'électricité. On peut faire ces deux choses en Guadeloupe, et je rêve qu'enfin la région qui est responsable notamment de la PPE, Programmation Pluriannuelle de l'énergie, puisse enfin prendre ça à bras le corps sérieusement et énergiquement pour mettre en place des choses, qu'on soit autonome énergétiquement. C'est stratégique. Quels sont les 3 secteurs sur lesquels il faudrait le plus mettre l'accent afin de mieux développer la Guadeloupe? Mais M. Massina, vous en avez déjà cité 2. Le tourisme et l'énergie. J'en citerai un 3e, c'est l'agriculture. On ne peut pas concevoir, par exemple en Guadeloupe que je connais bien, que la Solcania c'est 14 500 hectares et qu'aujourd'hui seuls 8 500 hectares soient exploités. Vous avez à peu près 6 000 hectares de terre en jachère qu'on pourrait cultiver pour du maraîchage, qu'on pourrait cultiver pour de la canne énergie, qu'on pourrait cultiver pour augmenter aussi les rendements de la canne. On doit à un moment donné se dire que les agriculteurs qui y sont doivent aussi mettre plus le pied à l'étrier, tenter de rassembler les surfaces, parce qu'aujourd'hui les surfaces sont trop petites et le rendement par surface est trop faible. Donc du coup, c'est pourquoi pas vivre de l'agriculture cannière, ils ont fait ça parfois, pas tout le temps, parce que certains le font très sérieusement, mais un petit peu en second ou tertiaire revenu, ce qui n'augmente pas assez les rendements. Il faut entretenir les parcelles, il faut que l'État, le département et la région puissent enlever les roches des parcelles qui seraient moins cultivables pour faciliter le rendement. Et aujourd'hui, c'est possible. Il y a une volonté, je crois, et il y a un besoin. Tenez-vous bien, le prix de la tonne de sucre a vraiment augmenté du fait des tensions mondiales. Et je crois que c'est un avenir sur la canne bio, sur le sucre bio, sur les sucres spéciaux qui nous permettront aujourd'hui de créer de la richesse. Donc oui, l'agriculture, qu'elle soit canne, banane, on ne doit pas rejeter ces cultures qui font notre fierté, mais aussi à côté, les cultures vivrières, parce qu'on est en mesure aujourd'hui d'exploiter. Mais pour ça, il faut augmenter le revenu des agriculteurs. Ce n'est pas qu'à convaincre Pontibourg de faire agriculture s'il pas gagner au moins le SMIC lorsqu'il exploite. Et pour cela, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique stratégique au niveau régional pour encourager ces investissements-là et l'appropriation, la réappropriation de la terre. Comment est-ce possible qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, en déjà fait, eh bien, on arrivait à se nourrir, qu'on faisait une industrie du bois, etc. À présent, pour ne pas produire rien, et on a parfois d'autres que nous qui cultivent nos terres. C'est gênant, on doit se réapproprier ça, et les pouvoirs publics doivent encourager cela. En ce moment, un billet d'avion Pointe-à-Pitre Fort-de-France coûte plus cher qu'un Paris-New York, ce qui est au top de l'anomalie. Vous en pensez quoi? Eh bien, je pense que c'est scandaleux. Je pense que c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la continuité territoriale. L'État français comme la gué, parce que le soleil ne se couche jamais, qu'il a ces départements français qui lui permettent de faire de la géopolitique en Atlantique, de faire de la géopolitique dans l'océan Indien avec le canal du Mozambique, avec l'Afrique, territoire riche et d'avenir, de faire de la géopolitique dans le Pacifique. Oui, mais ça a un coût, ça. Hein? C'est pas qui te dit faire essai nucléaire à Mururoa, d'accord, polluer monde. A pas tout dit voyer fusée Ariane en Guyane, d'accord. C'est pas tout dit autoriser chlordécone et cuire population Martinique, Guadeloupe. Il faut à un moment donné payer le prix de ce rayonnement. Le rayonnement, je le rappelle, 2e zone économique exclusive au monde. Aujourd'hui, c'est comme si la France peut pouvoir discuter dans n'importe quel État, n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle zone, en termes de géopolitique, en termes de diplomatie, parce qu'elle a ces pays situés dans ces territoires-là. Donc, je me rappelle l'échange que j'ai eu avec Moïta Brozerson, qui est président indépendantiste de Polynésie, qui m'a dit, tu sais Olivier, moi je ne suis pas un indépendantiste dogmatique, je suis un indépendantiste pragmatique. J'ai fait un rapport pour savoir ce que la France rapporte à la Polynésie et ce que la Polynésie rapporte à la France. Eh bien, tu vois, c'est kiff-kiff. On devrait faire la même chose en Guadeloupe-Martinique pour montrer à ces gens-là de l'État profond et à quelques politiques chagrins que nous pas coûter plus que nous rapporter. Et c'est ainsi qu'on doit à un moment donné, effectivement, pouvoir avoir la place que nous avons, que nous méritons au sein de l'archipel France.
Que faudrait-il mettre en place afin de combattre l'insécurité grandissante aux Antilles-Guyane? Et oui, c'est un vrai problème. Je suis actuellement rapporteur de la loi immigration-intégration pour pouvoir notamment parler de ces problématiques-là. L'insécurité est devenue insupportable en Martinique, Guadeloupe, mais pas que. En Guyane aussi, à Mayotte, pas tout. Il y a des entrées clandestines d'hommes, d'armes, de drogue. Tout ceci doit cesser. J'ai vu le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Darmanin et je lui ai demandé, d'ailleurs on déposera un amendement en ce sens pour la Guadeloupe, d'avoir des contrôles sur les côtes de l'archipel, des contrôles en termes de moyens technologiques et de moyens humains, des gardes-côtes pour éviter que les gens quand rentre, quand sorti, quand fait mes faits, quand répartir un pays ailleurs, etc. C'est inacceptable. Cette loi immigration-intégration, il s'agit bien évidemment de se rappeler que nous parlons d'êtres humains, parfois de nos frères de la Caraïbe, c'est sûr, mais qu'en même temps, on ne peut pas accepter que des personnes viennent de façon clandestine et mettent le bazar chez nous et mettent de l'insécurité chez nous. Pas que eux, mais aussi eux, et c'est aussi une façon de régler le problème. Ensuite, souvent, il y a des Guadeloupéens, des Martiniquais qui commettent des méfaits, parfois des jeunes. Ils n'ont pas de perspective. Le chômage est 3 fois plus élevé en Guadeloupe, en Martinique qu'en Hexagone. Eh bien, à un moment donné, on doit augmenter la capacité à créer de la richesse, à donner des perspectives à ces hommes et à ces femmes qui parfois se réfugient dans la délinquance ou la violence parce qu'ils manquent de perspectives, de travail et d'encouragement à pouvoir eux aussi avoir droit à une place au soleil. Et donc c'est ainsi que nous travaillons à ce que nos ressortissants puissent ne jamais être mis en deuxième plan. Il y avait un fameux article 55 dans le projet de loi de finances, là où il y a dit métropolitain qui est rentré, nous qui est rentré. Pas question. Ce seront uniquement des hommes et des femmes issus de nos territoires qui ont des attaches, des CIMM, des centres des intérêts matériels et moraux dans nos territoires qui auront droit au chapitre pour revenir dans leur pays et pouvoir aussi participer à cette belle zone qui est la Guadeloupe ou la Martinique. Un compte bancaire domicilié aux Antilles-Guyane est souvent un handicap pour un bail d'appartement, un abonnement de téléphone mobile ou échelonner un paiement dans un grand magasin comme la FNAC. Vous en pensez quoi? Ben, je pense que c'est déjà hors la loi, parce qu'il y a une loi qui condamne totalement les discriminations de personnes issues des territoires ultramarins. C'est grave. J'ai posé une question au gouvernement récemment sur ça. Le ministre délégué Vigier nous a dit qu'il y avait effectivement un dispositif qui existait, mais qu'il allait regarder ça de près. Il est important de le faire. Je rappelle, pour les discriminations en général dont vous faites état, qui est discriminé en France le plus? Parce qu'un paquet de monde quand parler, qui est discriminé le plus en France? Un, les femmes, à peu près à 36%. Et deuxièmement, les ultramarins. Ce sont les Français les plus discriminés devant tous les autres, dont on parle parfois plus. Eh bien, les ultramarins sont discriminés et c'est la deuxième catégorie la plus discriminée en France. Il faut que cela cesse. 2 choses sont en train d'être faites. Je salue la proposition de loi de Marc Ferracci, de la majorité d'ailleurs, où j'ai fait un amendement, où on doit intensifier les tests individuels et les tests automatiques pour contraindre ces entreprises délinquantes à ne plus discriminer, à les sanctionner. Un chiffre terrible m'a dit Nina TV. 0. C'est le nombre de condamnations pour discrimination en France en 2022. 0. Alors même que vous avez une loi, un article L225 qui condamne toutes les discriminations. Donc ça, ce travail-là, on le fait. Et je fais passer un amendement, ça va passer très bientôt, où on va multiplier par 10 la sanction d'une entreprise qui serait rendue coupable de discrimination et qui n'aurait pas mis en place en son sein des mesures pour pouvoir corriger cette discrimination. Et puis, un deuxième sujet que nous menons à bien, c'est la non-discrimination capillaire. Aujourd'hui, un deuxième chiffre, 6 sur 10. C'est le nombre de personnes qui n'ont pas les cheveux lisses dans le monde. Donc c'est une majorité de personnes. Et quand on a ces cheveux qui poussent au ciel, enfin pour ceux qui en ont, eh bien c'est une richesse. Et c'est un crime de devoir les aplatir, parce que s'aplatir ses cheveux, c'est s'aplatir sa personnalité, c'est s'aplatir soi-même, c'est pas moi qui le dis, c'est Amadieu dans un livre très intéressant, Les jeunes, les beaux et les autres, et donc il n'est pas question qu'on puisse laisser ça passer, et j'ai déposé une proposition de loi qui fait un écho important, que ce soit aux Antilles, mais dans le monde, et y compris en France, avec une belle couverture médiatique, pour dire que chacun doit être libre de porter ses cheveux selon la longueur, la texture ou la couleur des cheveux,
parce que c'est une question de santé publique. Les femmes qui se défrisent les cheveux ont 3 fois plus de chances d'avoir un cancer de la fibrome ou bien un cancer du col de l'utérus, et ça n'est pas normal. Ça coûte plus cher en plus de se défriser les cheveux que de s'occuper de ses cheveux naturels. J'ai vu que le syndicat des coiffeurs a pris, enfin, au bout de 40 ans, une formation optionnelle, mais quand même de plusieurs heures pour former les coiffeurs aux cheveux crépus. Donc les choses avancent petit à petit. Ça n'est pas qu'une question de noir. Une femme blonde sur 3 doit se changer de couleur de cheveux pour être plus employable et progresser dans l'entreprise. 2 femmes noires sur 3 doivent se changer de couleur de cheveux ou de coupe de cheveux lorsque elles vont postuler un emploi. Donc tout ceci fait que nous luttons contre les discriminations, et celle dont vous parliez concernant les comptes bancaires, eh bien ça se décline dans beaucoup de sujets, dont ceux que j'ai évoqués à l'instant. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Eh bien, souhaiter à Madinina, à Karukera et plus généralement à tous les Français ultramarins, à tout le monde finalement, une bonne journée. Et puis en cette période de Noël à venir, je vous souhaite qu'elle soit les meilleures possibles en famille ou entre amis.